Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et la grande édition de ce 18 octobre dont voici le sommaire. 7 nouveaux ambassadeurs qui viennent de présenter les lettres de créance au président de la République, Paul Kagame, se déclarent déterminés à développer davantage les relations de leur pays avec le Rwanda. Le Rwanda dénonce encore une fois devant le Conseil de sécurité de l'ONU l'attitude de l'autorité de la République démocratique du Congo de diverger complètement avec les accords visant le rétablissement de la paix en entretenant la guerre via le collectif des groupes armés dénommé Wazalendo. Deuxième jour de la conférence internationale sur la téléphonie mobile à Kigali avec un accent sur la nécessité pour les pays africains de s'intégrer dans la transformation numérique qui s'accélère dans le monde. Bienvenue à ce journal que vous présente Jean Damascène Manishimgi. Je le disais en titre, le Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé encore une fois l'attitude de la République démocratique du Congo d'entretenir la guerre en soutenant le collectif des groupes armés opérant à l'est de la République démocratique du Congo, les groupes qui sont rassemblés au sein de ce qui est dénommé Wazalendo. Représentant du Rwanda aux Nations Unies, Robert Kayinamura, a fait observer que les activités du collectif dénommé Wazalendo, regroupant des groupes terroristes tels que le FDLR et d'autres groupes armés opérant de connivence avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, sont décourageantes par rapport à la détermination pour le rétablissement de la paix à l'est du Congo et sont en même temps divergentes avec les accords de Luanda et Nairobi. Robert Kayinamura a en outre indiqué que la situation s'est empirée lorsque le gouvernement du Congo a recruté des mercenaires, ce qui est préoccupant quant à la sécurité de la région en général. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi, Robert Kayinamura a fait valoir que trouver des solutions à la cause profonde du problème, c'est le seul moyen qui permettra au Congo de jouir de la sécurité durable. The implementation of the Luanda and the Nairobi mechanisms. La mise en œuvre des accords de Luanda et Nairobi, particulièrement après le déploiement des forces de la communauté est-africaine, a au départ donné de l'espoir qu'il y aura une solution fondée sur la paix, mais la reprise des combats dans le Nord Kivu par tous les groupes armés dénommés Wazalendo et le FDLR a fait qu'il y ait de l'inquiétude en ce qui concerne le rétablissement de la paix. À propos des discours de haine et la xénophobie dont est victime la population, l'expression Kinyarwanda à l'est de la République démocratique du Congo, le représentant du Rwanda à l'ONU a déploré le silence de cette organisation et l'aspect spectateur des grandes puissances qui refusent de condamner ces actes pour des raisons d'intérêt économique. Mr. President, the alarming and growing hate speech and xenophobia particularly calls for the expulsion. Monsieur le Président, le cri d'alarme et l'augmentation de discours de haine et racistes contre particulièrement les Congolais d'expression Kinyarwanda ou les Tutsis, qu'on appelle serpents, tout a été transmis à ce Conseil. Le problème, c'est le nœud de la politique et des principes essentiels dans la recherche de la paix. La transgression des droits de l'homme qui a été présentée ici, fondée sur la haine, c'est regrettable qu'il n'y a eu aucune condamnation de la part de ce Conseil. In the outcomes of this council, including the PRST that was adopted just yesterday. Le gouvernement du Rwanda a récemment dévoilé qu'au cours des combats qui ont dernièrement eu lieu à l'est du Congo, le gouvernement de ce pays a collaboré étroitement avec le collectif des groupes armés dénommé Wazalendo et environ 2000 mercenaires originaires d'Europe de l'Est.
Et toujours à ce propos, j'accueille sur ce plateau mon collègue Edi Sabiti. Edi, bonjour. Bonjour, Jean Damascène. Oui, la guerre en République démocratique du Congo se fait sentir depuis plusieurs années. Et cette fois-ci, encore une fois, le Rwanda a montré qu'il y a des entraves qui viennent de la République démocratique du Congo. Sabiti, ce n'est pas du nouveau. Bon, ce n'est pas du nouveau, mais malheureusement, ça devient malheureusement récurrent et surtout, ça impacte beaucoup sur les efforts de la région à pouvoir rétablir la paix dans la partie Est. C'est vrai, aujourd'hui, certaines personnes se posent la question pourquoi on parle de la République démocratique du Congo et que l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU puisse intervenir aussi véhément, c'est-à-dire les questions sécuritaires. Nous sommes dans un cadre régional. La sécurité ou l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo menace la sécurité du Rwanda. Tout à fait normal. Et de toute la région. Et de toute la région. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation d'insécurité, mais à côté de ça, nous sommes face à une crise humanitaire. Nous avons des populations qui sont menacées. Nous avons un génocide qui y est en gestation avec des signes qu'on voit. On voit des massacres, en tout cas des cris et surtout des appels et des discours de haine de la part des responsables politiques au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le Rwanda, par son expérience malheureuse de 1994, il y a certains discours, certains faits, certaines actions de la part des autorités congolaises qui rappellent tristement cette période. Et aujourd'hui, le Rwanda essaye tant soit peu de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités pour que pour qu'après on ne vienne pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'en a jamais parlé parce que le Rwanda est passé par là, des appels à la haine. On parle des populations congolaises à expression Kinyarwanda, qu'on confond, il y a tout un amalgame entre les populations d'expression Kinyarwanda et le Rwanda. C'est-à-dire les questions sécuritaires qui concernent le Rwanda, on essaie un peu de déverser ça sur ces populations. Alors voilà pourquoi c'est très important que l'ambassadeur du Rwanda à l'ONU puisse rappeler, et surtout le Conseil de sécurité qui malheureusement est en train de faillir à sa mission à pouvoir mettre les responsables politiques au Congo devant leurs responsabilités, parce que le pire s'annonce si rien n'est fait. Oui, et justement, Sabiti, le représentant du Rwanda à l'ONU a montré qu'il y a ce Wazalendo, patriote en français, qui est là, mais qui est plutôt un amalgame, tout un amalgame de groupes armés multiples qui opèrent dans la région. Est-ce qu'on peut savoir davantage sur ce soi-disant Wazalendo patriote? Voilà, le Wazalendo, malheureusement, c'est un nom en Kiswahili qui signifie patriote. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une appellation qui est utilisée comme rideau de voile ou abusivement. En tout cas, abusivement pour justement, c'est une sorte de parapluie sous lequel se cachent aujourd'hui plusieurs groupes armés, y compris les FDLR qui aujourd'hui combattent aux côtés des FARDC. Il n'y a pas de secret là-dessus. Beaucoup de rapports des experts internationaux l'ont prouvé. Les Nations Unies qui clairement ont demandé aux responsables politiques congolais à demander à leurs responsables au niveau de l'armée à pouvoir cesser toute collaboration avec les FDLR. Aujourd'hui, on le voit en uniforme de l'armée régulière congolaise. On le voit sur la ligne de front, sur plusieurs lignes de front. Ce sont eux qui sont devenus le fer de lance de l'armée congolaise qui, malheureusement, c'est une armée qui a peiné au courant de toutes ces années à pouvoir s'organiser, à être une armée régalienne
qui soient républicaines et qui travaillent et surtout défendent l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, maintenant, il y a ces FDLR et ces Ouazalendo, ce sont des Maïmaï, composés de tous bords, parce qu'il faut quand même rappeler et surtout mettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans une région où pilule plus de 140 groupes armés, le nord et le sud de Kivu, et c'est en grande partie le nord Kivu, on retrouve en tout cas, qui est le théâtre des actions de plusieurs groupes armés, y compris l'FDLR. Aujourd'hui, l'armée congolaise n'étant pas en position à pouvoir défendre l'intégrité territoriale, aujourd'hui ils ont en sous-traitance, en collaboration, ces Ouazalendo, qui, on les appelle patriotes pour voiler qui ils sont. C'est en tout cas, si tu cherches, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ces Ouazalendo n'existaient pas. Ce n'est pas, comme on dit, ce n'est pas une génération spontanée des patriotes. C'est justement ces Maïmaï qui ont disparu dans la nature et qui ont fait place à ces Ouazalendo. C'est justement ces gens qui sont aujourd'hui à la base même de ces massacres dont je parlais, de ces génocides, de ces appels à la haine et tous ces discours de haine qui aujourd'hui malheureusement est en train d'emporter des vies humaines dans le Nord Kivu. Aujourd'hui maintenant, cette cacophonie, cette confusion doit cesser. La communauté internationale et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies doit comprendre exactement c'est quoi le contexte, qui sont ces gens et que les responsabilités soient prises. Et malheureusement, on voit aussi l'abus des quelques mercenaires, vous l'avez bien mentionné, qui sont venus de l'Europe de l'Est. Récemment, il y a 2 ou 3 jours, on a parlé même, le gouvernement congolais a annoncé 15 brigades qui devraient intervenir dans la partie est de la République démocratique du Congo pour faire face au M23. Mais malheureusement, certaines informations sûres et certains renseignements parlent de l'arrivée d'environ 10 000 mercenaires qui viennent s'ajouter déjà à la cohorte, à toutes sortes de groupes armés qui sont déjà là sur place. Aujourd'hui, malheureusement, on craint le pire. On est en train de s'enliser plus qu'on sort du tunnel et malheureusement, les efforts de la région ne sont pas en train d'être productifs, malheureusement parce que n'ayant pas l'appui des Nations Unies, nous avons la MONUSCO qui est sur place depuis plus de 20 ans, qui malheureusement aujourd'hui n'arrive pas à faire ce qu'il faut, à prendre ses responsabilités et surtout à informer comme il se doit le Conseil de sécurité. Alors, Sabiti, on pourrait se demander, et finalement, à qui profite ce climat? Si la RDC continue à entretenir la guerre, à qui profite ce chaos, disons? Ben, il y a trois lectures à faire. Nous sommes dans une région où l'insécurité bat son plein depuis plusieurs années maintenant. Où les efforts de ramener la paix n'ont pas toujours payé, qui malheureusement à cause du manque de volonté politique pour les autorités congolaises. C'est vrai, il y a eu quelques efforts dans le passé, mais aujourd'hui, pour parler du passé récent, on sent qu'il y a le cadre de Luanda, il y a le cadre de Nairobi, qui les deux n'arrivent pas à apporter les fruits qu'on espère, puisque aussi étant trouvant des embûches malheureusement à cause du manque de la volonté politique du côté des autorités congolaises. Autre chose, c'est que nous sommes dans un pays qui à quelques semaines des élections présidentielles. Ce sont des échéances qui, aujourd'hui, avec la situation politique, parce qu'on tend à oublier la situation politique du côté de la RDC, parce que le président en place aujourd'hui, n'est pas dans le confort. Il y a une opposition qui monte en puissance. Il a un bilan à présenter à sa population qui malheureusement il se recherche par rapport au bilan et aujourd'hui malheureusement
pour la population congolaise, c'est que à Kinshasa, on fait de cette guerre contre le M23 le cheval de Troie, plutôt le cheval de bataille pour justement endormir et faire oublier à la population que il y a des choses, des promesses faites en 2018 qui n'ont jamais été tenues et que aujourd'hui la Libye, la justification, c'est le M23. Tout le budget aujourd'hui, cette guerre, elle est en train de consommer, elle est budgétivore, ça consomme un budget illimité. Il y a des gens qui remplissent leurs poches grâce et malheureusement à cette guerre. Vous comprenez qu'il y a des intérêts financiers nourris par les autorités à Kinshasa et qui malheureusement c'est la population qui paye le gros prix. Surtout il faut insister sur les échéances présidentielles qui pointent à l'horizon et un glissement potentiel qui favoriserait les autorités à Kinshasa. Et en tout cas, ils aimeraient bien avoir 18-24 mois de prolongation et qu'on puisse parler d'élections dans les 2 prochaines années. Et ça fait des grâces pour eux de rester encore aux affaires pendant quelques mois ou encore quelques années. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Rwanda, ça devient une carte à jouer. Le M23, ça devient une carte à jouer. Les forces ou la force régionale, ça devient l'ennemi public. Aujourd'hui, on arrive même à entrecroiser les troupes de la région sur place. Nous sommes en face d'une situation sans précédent et qui risque malheureusement d'embourber et d'enfoncer davantage le peuple congolais pour ce qui est de cette mauvaise gestion et mauvaise lecture de la situation de leurs autorités à Kinshasa et même c'est le même discours qu'on entend malheureusement aux Nations Unies. Le représentant de la RDC, il tient toujours le même discours. Et aujourd'hui, on attend, on veut voir une communauté internationale et surtout le Conseil de sécurité prendre ses responsabilités. Oui, merci Dissabiti pour cet éclairage. Espérons que quand même cette alerte du Rwanda sera entendue par la communauté internationale et que le plus jamais ça qui a été prononcé en 1948 après l'Holocauste, qui malheureusement n'a pas empêché le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Espérons que cette fois-ci, la communauté internationale prendra conscience de cette alerte et qu'il y aura des faits concrets pour empêcher un nouveau drame comme on en a vu dans le passé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Poursuivons avec les nouveaux ambassadeurs qui ont présenté les lettres de créance au président de la République, Paul Kagame, ce mercredi. Parmi ces ambassadeurs, l'ambassadeur de la République tchèque avec résidence à Nairobi, au Kenya, qui a indiqué que les relations de son pays avec le Rwanda s'accélèrent, rappelant que son pays fut le tout premier à affirmer le génocide commis contre le Tutsi au Rwanda dès le début des massacres en 1994. Les ambassadeurs des Pays-Bas, des États-Unis d'Amérique, de la Malaisie, du Botswana, de l'Espagne et de la République unie de Tanzanie ont également présenté les lettres de créance au chef de l'État. Ces diplomates avec résidence à Kigali, à Nairobi ou Dar es Salaam ont unanimement affiché une grande détermination à continuer à développer les bonnes relations existantes entre leur pays et le Rwanda dans plusieurs domaines de coopération. La suite de ce journal, les experts dans le domaine de la technologie et de la communication estiment que l'Afrique doit tout faire pour que sa population ait accès à la connectivité Internet pour s'intégrer bien dans la transformation numérique qui s'accélère aujourd'hui dans le monde. C'est en tout cas ce qui est ressorti des échanges entre divers partenaires intervenant dans ce domaine au deuxième jour des travaux de la deuxième conférence mondiale sur la téléphonie mobile. Un accent a été mis sur le rôle prépondérant des gouvernements pour briser la fracture numérique, accentuée entre autres sur le continent africain par l'insuffisance des infrastructures numériques sur le continent. Outre la précarité des infrastructures, les participants à la conférence de Kigali
ont souligné la cherté de ces infrastructures qui fait que la population, de conditions modestes, reste déconnectée. Le directeur général de la Société tanzanienne de télécommunications a laissé entendre que le continent africain doit bien comprendre le rôle que doivent jouer les services numériques dans le développement intégral du continent. Et à lui d'ajouter que l'accélération de la connectivité permettrait aux pays africains de réaliser la vision africaine, de faire en sorte que plus de 628 millions d'Africains jouissent des services de portable d'ici 2028. Et toujours à ce propos, des experts dans le domaine du maniement des téléphones et des technologies et des décideurs dans différents pays du continent admettent qu'il est nécessaire de revoir à la baisse leur prix et celui de la connexion à l'Internet afin de parvenir à l'Afrique dont on désire. Kassim Youssouf. Les citoyens un peu partout sur le territoire national indiquent avoir besoin de facilités pour qu'ils puissent s'acheter des téléphones à écran tactile, car sinon ils ne peuvent pas s'en procurer, leurs moyens étant très limités. Il m'aurait été difficile de pouvoir rassembler toute la somme, mais payer par tranche, c'est facile. Je ne pouvais pas réaliser tout cela sans WhatsApp. Nous avons communiqué et ils sont venus à Gisozi où nous avons travaillé ensemble, et lorsqu'ils sont partis, ils m'ont laissé quelques dollars, et tout cela c'est parce que je me servais du téléphone à écran tactile. Le rapport sur l'économie des communications en Afrique subsaharienne montrait que l'écart en ce qui concerne la pénétration de l'Internet mobile est de 59% avec plus de 285 millions de personnes, soit 25% de la population subsaharienne qui utilise l'Internet mobile, et pourtant il se trouve dans une zone Internet à haut débit. Prudence Sewahizi, directeur en charge de la coordination des activités et des affaires institutionnelles des États au secrétariat général du marché commun africain, estime qu'il est nécessaire d'aider les femmes et les jeunes à accroître leurs connaissances en technologie et de leur faciliter l'accès au téléphone à prix abordable. Lorsqu'on n'a pas le moyen d'ouvrir un compte à la banque pour effectuer des transferts d'argent, on peut se servir de mobile money et effectuer n'importe quelle affaire et être payé à temps. Lorsque les gens n'ont pas appris comment se servir de la technologie ou qu'ils n'ont pas pu avoir du matériel qui les aide en matière de technologie telle que des téléphones, ou ne pas connaître la technologie relative au maniement du téléphone, c'est également un obstacle en ce qui concerne le rôle à jouer, notamment dans le développement du pays, car lorsqu'on n'a pas accès à l'argent, lorsqu'on n'a pas assez de capacités ni de connaissances, on ne peut pas contribuer au développement du pays. Mouloualem Sioum, PDG du groupe Africa E-Trade, opérant dans divers pays dont le Rwanda, affirme qu'il prévoit d'aider les jeunes et les femmes entre 80 et 125 millions à accroître leur capacité, leur permettant d'exploiter les infrastructures mises en place afin de réduire la pauvreté sur le continent avant 2063. Comme il a été dit à la conférence internationale, l'on a besoin de téléphones portables à prix modéré et l'Internet à prix abordable. Les bénéficiaires seront donc les jeunes entrepreneurs qui font du petit commerce. Le groupe Afrique E-Trade a la responsabilité d'appuyer les jeunes entrepreneurs et d'apporter une attention particulière surtout aux jeunes et aux femmes en les mettant tout d'abord en contact avec le marché et en deuxième lieu leur permettre d'avoir accès aux microfinances et troisièmement c'est leur accorder des facilités en éliminant les contraintes en matière de paiement pour ceux qui pratiquent le commerce transfrontalier. Au cours des 10 premières années, depuis 2013,
date à laquelle l'organisation a adopté la vision 2063 de l'Union africaine. Les entreprises de télécommunications du continent ont investi environ 70 milliards de dollars américains, ce qui a permis à 85% de la population à avoir accès à l'Internet à haut débit, et toujours est-il que 680 millions, soit 3 personnes sur 5 à proximité de l'Internet à haut débit, n'ont pas accès aux services de l'Internet. Et parlons justice à présent pour clôturer la page nationale. Poursuite ce mercredi de l'affaire Séraphin Twahirgua et Pierre Bassavossé à la cour d'assises de Bruxelles, où ces deux hommes comparaissent pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La présidente de la Cour a publiquement lu les dépositions des témoins de l'accusation auditionnés à Kigali en 2006 et 2015. De ces témoignages, il ressort que Séraphin Twahirgua figurait parmi les miliciens Interahamwe de renom qui ont orchestré les massacres à grande échelle des Tutsis dans la ville de Kigali. À cela s'ajoutent les viols en masse des femmes dans différents quartiers de la capitale rwandaise Kigali, la mise en place des barrages routiers et le pillage systématique des biens qui appartenaient aux Tutsis. Un autre témoin a rapporté que directement après la mort du président Habyarimana, Twahirgua et d'autres miliciens Interahamwe organisaient des réunions à son domicile et leur distribuaient de l'argent pour encourager ces miliciens au massacre des Tutsis. Interrogé sur ces témoignages, l'accusé a répliqué qu'il ne se rappelle plus de ces témoins, ajoutant que leurs propos n'ont aucun fondement. En début d'après-midi, la Cour a suivi la déposition d'un homme de 37 ans qui a vu sa famille exterminée à Dikondo dans la ville de Kigali où il vivait. Et c'est par là que nous allons boucler cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, avec en tête Caritas Ouera. Je vous remercie. Passez de très bons moments en compagnie de la TV rwandaise.